fils aîné. Alors, je suis pas du tout bricoleur. J'avais pas assez de liberté ici à Madagascar. Je voulais être expert comptable à la base. Et je me suis dit, ok, stop, j'arrête tout. J'adore profiter de la vie. Là, je voulais vraiment goûter à la vie parisienne. Alors aujourd'hui dans Storytime, j'ai le grand plaisir de recevoir Houssen Safi. Bonjour et bienvenue dans le podcast. Bonjour Axel. Alors, moi c'est vrai que j'ai découvert en fait qui tu étais, notamment au travers de ton entreprise Malakas. T'as quand même un profil assez atypique, j'ai envie de dire, parce que t'as quand même t'as travaillé dans un autre domaine avant de te lancer dans l'entrepreneuriat, dans le secteur bancaire notamment. Mais avant de revenir sur tout ça, peut-être est-ce que toi, tu pourrais te présenter comme quand tu te présentes dans la vie de tous les jours? Écoute, oui, merci Axel de m'inviter. Alors moi, je suis originaire du sud, de Tuléar. J'ai grandi à Tuléar, je suis né à Tuléar et je suis revenu dans ma ville natale, donc il y a maintenant 5 ans, en 2019. Et voilà, je suis un entrepreneur en fait à Tuléar, comme tu as dit tout à l'heure. J'ai créé Malakas il y a maintenant 3 ans, et aujourd'hui en fait on fait notre chemin, notre petit chemin, et c'est comme ça que je peux me présenter aujourd'hui. Ok, parfait. Peut-être si on revient un petit peu en arrière, et comme tu disais, tu viens donc de Tuléar. Comment elle était ton enfance à Tuléar, du coup, à l'époque? Écoute, enfance plutôt pas mal, on va dire, parce que j'ai grandi dans une famille. Je suis originaire, voilà, d'une famille indienne qui est de la quatrième génération. Je suis. Mon arrière-grand-père donc est arrivé à Tuléar, et aujourd'hui, voilà, comme je dis, je suis de la quatrième génération. J'ai grandi là-bas. J'ai passé mon école primaire, mon collège, et en fait je suis parti après le collège parce qu'en fait à Tuléar il y a pas de lycée, donc j'étais au lycée ici à Tana, et j'ai fait mes 3 ans de lycée ici avant de repartir en France. Enfin, avant de partir en France, excuse-moi. Donc voilà, une enfance plutôt on va dire très cocooning, avec des parents toujours présents. Je suis l'aîné je suis le fils aîné de la famille Safi, comme on dit à Tuléar. J'ai un petit frère, une petite sœur avec qui on a grandi, avec qui on n'a pas beaucoup de différence d'âge. Juste avec ma sœur, on a 9 ans de décalage. Mais voilà, une enfance plutôt, on va dire, cocooning, une bonne éducation. Mon père, chef d'entreprise, qui m'a inculqué un peu des valeurs entrepreneuriales. Une maman qui est très présente dans ma vie. Donc voilà, une enfance plutôt bien, on va dire. D'accord. Ton papa, il entreprenait dans quel domaine quand t'étais petit? Alors oui, on est issu d'une famille d'entrepreneurs. Mon grand-père était déjà entrepreneur. Mon arrière-grand-père, quand il est arrivé dans ce pays, il a cherché à entreprendre. Mon grand-père était un grand garagiste de la ville de Tuléar. On appelait Garage Safi. Il est très très connu. Il est très très connu même au niveau personnalité, parce que c'était la forte personnalité de la ville de Tuléar. C'était aussi un transporteur, donc je reviendrai plus tard, mais voilà, c'était une personne très connue. Mon père a continué donc dans le garage. Et en fait c'est une famille qui est très on va dire bricoleur, quoi. Donc ils ont très bricoleur, ils apprennent tout seuls, et mon père lui il a fait ses marques dans le bâtiment. Rien à voir dans le garage. Il a fait ses marques dans le bâtiment. Aujourd'hui il peut te monter des usines, il peut te faire des machines que tu connais pas. Donc voilà, dans le bâtiment, dans l'atelier métallique. Et ensuite il a monté une usine de chaux. Donc toujours dans cet esprit de bâtisseur, il a monté une usine de chaux en se disant, écoute, il y a du calcaire à Tuléar, qu'est-ce qu'on en fait de ce calcaire? Moi je fais une usine et je transforme ce calcaire.
Pourquoi pas avoir suivi soit les traces du coup du grand-père ou du papa? Alors moi, c'est tout le contraire. C'est une super bonne question que tout le monde me demande. Mon frère et ma petite sœur, alors eux, ils ont suivi, ils sont comme mon père, très bricoleur, qui touche à tout. Alors moi, je suis tout le contraire. Des fois, je me demande si où est-ce que je suis arrivé, moi, en plus le fils aîné. Alors, je suis pas du tout bricoleur. Donc, le domaine du bâtiment, rester dans un chantier, même si c'est ma propre maison, 5 minutes à surveiller un chantier, ça me lasse très vite. Un clou, un marteau, ça me fait peur. Donc voilà, je suis pas du tout bâtiment et c'est pour ça que j'ai pas suivi cette trace. Aujourd'hui, je suis aussi directeur général de la société familiale, mais tout l'aspect technique, c'est pas moi qui la gère, quoi. D'accord. Voilà. Donc, comme tu disais, tu montes sur Tana, tu fais tes années lycée, puis ensuite tu pars étudier en France. Oui. Déjà, toi, à ce moment-là, est-ce que tu arrives à te projeter dans l'avenir? Est-ce que tu sais déjà ce que tu veux faire? Alors, quand j'arrive en France, comme j'ai dit, j'ai eu une enfance, on va dire, comme si tout était tracé. J'avais pas assez de liberté ici à Madagascar. Tu sais, même au lycée où les lycéens, quand ils arrivent à Tana, c'est un peu la liberté, surtout quand on arrive de province. Moi, j'ai pas vécu ça parce que j'étais à l'internat. Donc pour moi, c'était même le lycée, c'était pire qu'à Tulliard en fait. C'était j'étais à l'internat, j'étais enfermé, j'avais pas ma liberté. Donc arrivé en France, j'ai découvert cette liberté en fait. Je me suis dit tiens, tout le monde pareil, tout le monde égaux. Pour aller à l'université, il faut prendre le vélo, il faut prendre les transports en commun. J'ai adoré cette sensation en fait, où tout le monde était au même niveau. L'étudiant, les amis étudiants étaient au même niveau. Il n'y avait pas de classe riche, classe pauvre, classe moyen. Il y avait pas du tout ça. Donc j'étais vraiment agréablement surpris mes premières années. Et donc j'ai très rapidement, alors j'ai la chance d'être comme un caméléon, c'est-à-dire que là où je vais, j'arrive à m'adapter. Donc j'ai pleinement vécu mes années d'étudiant. J'étais à Toulouse au départ pendant 3 ans. Et j'ai vécu vraiment comme un étudiant qui débarquait, et j'ai vécu pleinement ces années étudiantes. Ouais, limite, on peut presque dire, tu t'es lâché, quoi. Enfin, oui, c'est ça. C'était exactement la liberté totale, quoi. Wow, ok. Ouais. D'accord. Et tu fais un DUT en gestion des entreprises d'administration, oui, c'est bien ça? C'est ça. Parce que là, tu sais déjà, du coup, que toi, tu veux entreprendre et gérer une entreprise ou? Alors non, c'était parce que c'était même au lycée ici, c'était un peu les matières qui me plaisaient. Je vais t'avouer, j'étais très nul en maths, j'étais très nul en littéraire. Donc tout ce qui est gestion, économie, ça commençait à me plaire. Après j'ai grandi là-dedans, papa qui parle tout le temps de ça, la famille qui parle tout le temps de ça. J'ai bercé un peu dans tout ça. Et oui, ça me plaisait ce qu'il faisait, gérer de l'humain, gérer une boîte. Et je me suis dit tiens, je veux prendre cette voie. Donc un DUT gestion des entreprises. Je voulais être expert comptable à la base. Je me suis dit tiens, c'est quelque chose où je vais gérer des chiffres, je vais aider un entrepreneur à piloter son entreprise. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment suivi cette route. Donc DUT gestion des entreprises avec une spécialité en compta. Et après j'ai complètement bifurqué, hein. Par contre, on va dire première année de liberté, bien entendu, j'ai redoublé. Ah, ok, d'accord. Ok, oui. Après, séquence. Donc j'ai fait mon DUT en 3 ans. Après, j'ai rejoint Paris où j'ai complètement fait autre chose parce que ça m'a un peu saoulé la compta. Tout le temps, la compta, c'est quand même beaucoup de chiffres et j'ai complètement changé. J'ai fait une licence marketing et que j'ai adoré d'ailleurs. Cette créativité, cette ouverture d'esprit, donc j'ai fait cette licence, j'ai continué sur une licence en marketing et après j'ai tenté des concours d'école de commerce et j'ai réussi le concours de l'INSEC.
En alternance, et c'est pour ça que j'ai décidé de faire l'alternance très rapidement via une école de commerce. Voilà. Ok. À ce moment-là, donc, étant donné que tu étais en alternance, ça veut dire que tu avais déjà du coup un job à temps partiel, du coup. C'est ça. Tu travaillais dans quel domaine à ce moment-là? J'étais déjà dans une filiale de BNP Paribas dans l'automobile. Ok. Voilà. Je sais pas si je peux le dire. Ouais, c'est Arval. Okay. Dans la location longue durée d'automobile. Okay. Donc c'était ma première année d'alternance. J'ai adoré. J'ai vraiment adoré parce que cette boîte, BNP Paribas m'a vraiment forgé. Hein. Je suis resté. Toute mon expérience professionnelle elle a été faite là-bas dans cette entreprise et je suis vraiment heureux d'avoir grandi dans cette entreprise et être formé dans cette entreprise. D'accord. Alors avant justement peut-être de reprendre sur ton parcours chez BNP Paribas, on a un concept qui s'appelle Fast Check. Mm-hmm. En gros, je te propose deux choses, par exemple rouge ou bleu, et tu me dis, moi je préfère le bleu par exemple. D'accord. Au bureau, sur terrain? Sur terrain. Partenaires locaux ou partenaires internationaux? Locaux. Manioc frit ou gâteau manioc? Manioc frit. La chaleur de l'été ou le réconfort de l'hiver? Le réconfort de l'hiver. Plongée sous-marine ou parapente? Plongée sous-marine. Succès financier ou impact social? Oh. En vrai. Éventuellement, tu peux dire les deux si jamais. Un peu des deux, ouais. On en reparle, mais oui, succès financier. Ouais. Non, mais c'est bien. Je pense que c'est bien d'assumer certaines choses parce que je crois que tu vois, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, parfois on a peut-être envie on se dit que c'est plus correct de dire telle chose alors que dans le fond, tu vois. Oui. Sans mentir, tu m'aurais dit. T'aurais répondu différemment. Je t'aurais un peu posé la question, genre, t'es vraiment sûr et tout. Non, il faut pas se leurrer, c'est vrai. Ok, bah merci en tout cas de t'être prêté un petit peu au jeu. Donc, tu rentres à l'école de commerce, tu finis ton école de commerce, et là, tu te dis, je m'engage à plein temps, du coup, chez BNP Paribas, c'est ça? Alors, oui, donc du coup, j'ai fait les 2 ans d'alternance. Et après, oui, j'avais envie de continuer parce que là, du coup, c'est la vie parisienne. Donc après Toulouse, les années étudiantes, les 3 années étudiantes que j'ai adorées, licence, école de commerce. Et là, je voulais vraiment goûter à la vie parisienne, commencer d'être salarié à Paris, de travailler dans une belle boîte, d'avoir son premier salaire. Donc c'est vraiment c'est ça c'est ça qui m'a attiré, on va dire. Et oui, donc du coup j'ai décidé, ils m'ont proposé, ils me l'ont proposé et j'ai vraiment décidé de rester. Au départ, ça a été très très compliqué parce qu'on était dans les années où et nous quand on finissait les études, on avait directement la petite lettre qui venait en disant écoutez, merci, vous avez terminé vos études. Vous pouvez rentrer chez vous. Ah, oui. Je vais pas citer peut-être, mais voilà, j'avais eu cette lettre et c'était très très difficile. Heureusement que j'avais très très bien bossé en tant qu'alternant, où ma boîte m'a accompagné pendant 6 mois en faisant des démarches de je ne sais pas quoi. Pendant 6 mois, j'ai dû rester sans travailler, sans rien faire, à attendre pour que je sois en CDI dans une entreprise. Donc voilà, heureusement qu'il y avait cette boîte. Sinon, c'était directement retour au pays pour moi. Voilà. Et tu restes toujours du coup dans la division automobile Alors oui, j'ai fait après 3 ans dans la division automobile.
Bon, ce qui me plaisait dans ce domaine, bon, les voitures, ouais, bon, c'est sympa. Mais ce qui me plaisait dans ce domaine, c'était la relation client. C'est ça que j'adorais. Alors, je me suis lassé petit à petit. Je me lasse très vite, en fait. C'est ça, j'ai un gros problème là-dessus. Donc, je me lassais petit à petit parce que c'était un boulot qui était en permanence, c'était sédentaire. Ce qui me plaisait, c'est de faire du phone-in, c'était d'être en relation avec le client, c'est de parler de sa flotte auto, etc. Une histoire, c'est que il y avait une cliente la plus compliquée du monde, je pense, et aujourd'hui c'est elle qui m'a forgé. Je pense à elle encore, où en fait, c'était une des plus grosses clientes de la boîte, cliente de la boîte ou de l'agence, on va dire, parce que la boîte c'est un grand mot. Où en fait personne ne voulait la gérer, cette cliente, et en fait ma directrice d'agence a dit tiens, on va la donner à Houssen. Et en fait ça s'est tellement bien passé, et c'était challengeant pour moi. Et en fait voilà, c'est pour ça que je suis resté 3 ans et j'ai continué complètement dans autre chose dans l'entreprise. T'es passé sur quoi? En fait je voulais faire du financement. Je voulais un peu revenir un peu dans mes premières années d'études, dans ce qui me plaisait un peu, et je me suis dit tiens, je vais rejoindre la banque, le retail, et je vais participer au financement d'entreprises, de PME, et j'ai envie d'être au contact de la clientèle, parce que là j'en ai marre de rester dans le bureau. En plus on était assez loin, c'était un peu en banlieue parisienne. Je voulais vraiment là goûter de plus en plus. J'étais parisien, j'étais dans le 14e et je voulais vraiment être dans le retail. Et c'est pour ça que j'ai rejoint la banque, quoi. Ok. Et t'as trouvé ce que tu cherchais là-bas? Alors dans la banque, ouais, j'ai vraiment adoré parce que j'étais du coup chargé d'affaires professionnelles. Mon rôle était d'accompagner mes clients dans leur financement, dans leur gestion de leur patrimoine, dans la gestion de leur argent, on va dire, pour être très très simple. Et j'ai vraiment adoré ces années dans le retail chez BNP Paribas. Est-ce que c'est cliché ou c'est vrai de dire que quand on bosse dans le secteur bancaire, on vit bien? Ou est-ce que c'est que dans les films un petit peu on a cette idée? Oui. Alors toi tu parles des banquiers, les banquiers d'affaires. Ouais, c'était mon rêve d'être banquier d'affaires. Oui, les banquiers d'affaires, ils ont. Moi j'avais beaucoup d'amis banquiers d'affaires, mais franchement je voulais pas avoir leur vie, quoi. Ah ouais? Ah non, je voulais pas avoir leur vie. Certes, ils gagnaient très très bien leur vie, mais en fait ils finissaient tard. Donc c'était devenu des no-life, alors que moi j'adore la vie. J'adore profiter de la vie. Je profitais pleinement de Paris. Je voyageais énormément. Voilà, c'est ça que j'aimais dans mon boulot. J'étais pas un gros bourreau du travail en fait, mais mon travail me plaisait. Tandis que voilà, un banquier d'affaires, il passe, certes, il est très très bien payé, il est jeune, il peut faire tout, mais voilà, c'était. C'est plutôt ça en fait dans le. D'accord. Ouais, le concept, disons que t'as un meilleur équilibre de vie, quoi. Oui. Parce que bon, c'est vrai que bon, si tu peux toucher 10K par mois, c'est pas mal, mais c'est vrai qu'après c'est. Si t'as pas de temps pour profiter de ça, je sais pas. C'est dommage, quoi. Ouais, c'est dommage. Ok, d'accord. Et quand toi, tu disais justement que t'as pas mal voyagé. C'est quoi, toi, un voyage qui t'a quand même bien marqué? Un voyage qui m'a bien marqué, c'est le Vietnam. Je suis allé avec mon meilleur ami. C'est un pays que j'adore, que j'aimerais redécouvrir, parce qu'on a fait juste une partie du Vietnam. C'est ce dynamisme et cet amour de leur pays, cet amour de leur culture j'ai adoré ça. Ah ouais. Tu ressens vraiment le fait qu'ils aiment leur culture et tout. En fait, les paysages ressemblent beaucoup aux nôtres, surtout quand tu descends la RN7, Tanah Fiannar. Les gens se ressemblent. Mais c'est complètement différent. C'est beaucoup plus développé. Tu sens qu'il y a un amour du pays. Tu sens qu'il y a un amour de la culture. Et ils sont tellement adorables, quoi, en fait. Et voilà, j'ai vraiment adoré ce pays, ce voyage. Quand t'es parti là-bas, tu t'es pas dit,
Pourquoi pas y rester ou... C'est vrai qu'après, j'ai rencontré des amis qui ont vécu là-bas plusieurs années. Non, rester dans un pays, je pense que pour nous, je sais pas, on est formaté, on se dit, ok, après Madagascar, c'est la France. Après la France, pour moi, c'était sûr que j'allais revenir, par contre. Mais non, aller dans un autre pays et y vivre, non, j'étais pas du tout forgé pour ça. Ok. Est-ce que tu peux nous dire, parce que ça, c'est vraiment les grands moments de la vie où quand tu décides de, bon, même si tu dis qu'il y a ce côté effectivement un peu formaté, tu vois, le fait de quitter un pays pour revenir dans son pays d'origine, c'est quand même bon, une décision importante. Je veux dire, tu vois, c'est pas comme quand tu vas acheter une baguette de pain. Du coup, ça se passe comment pour toi le process à quel moment tu sens que ça y est, c'est le moment? Est-ce que tu as vraiment toute une réflexion qui se passe derrière, ou est-ce que bon, quand tu te dis ok, je sens que c'est le moment, je me pose pas plus de questions, let's go? Oui. Alors, en fait, j'y pensais déjà. Comme je t'ai dit, pour moi, c'était sûr que j'allais revenir à Madagascar. C'est pour ça que je profitais pleinement de mes années là-bas, si tu veux, parce que j'avais ce but. Pour moi, c'était revenir au pays. Mais il faut faire très très attention, et je pense que tu le sais, c'est que plus tu restes, moins t'as envie de revenir. Donc en fait, j'avais aussi dans ma tête, je voulais vraiment faire attention à ça, et voilà, je me suis fait un réseau d'amis, des meilleurs amis là-bas, et pour eux, ça y est, j'allais jamais repartir parce que j'étais pleinement 100% avec eux, 100% dans leur vie. Et en fait, non, je leur disais, mais un jour, vous viendrez me voir dans mon pays. Et en fait, ils comprenaient pas, mais Houssen, oui, on ira ensemble d'ici. Et donc voilà, dans ma tête, il y avait ce cheminement. Et encore une fois, je reviens à ce mot et à ce caractère que j'ai. Je commençais à me lasser de mes années dans le retail, où j'étais à ma 20e, 30e client que je finançais. Et en fait, avec ces clients, j'étais dans le 8e arrondissement, donc des clients très aisés. Oui. Et en fait, les derniers mois, même ma chef elle va me le dire aujourd'hui, mon ex-chef, on parlait plus avec le client de boulot, mais on parlait de moi, mon boulot, mon futur boulot, et c'était devenu... je voulais prendre leur place, en fait. Genre, c'était devenu... en fait, je me préparais vraiment, et c'est les premiers qui ont su, c'était mes clients. En mode, maintenant, je me prépare à retourner dans mon pays, je vais être à votre place, je vais être chef d'entreprise, et comment vous le voyez? Et en fait, c'était comme ça. Le process, il s'est fait comme ça, et je me suis fixé une deadline, c'est-à-dire 30 ans. 30 ans où tous mes amis autour de moi commençaient à avoir leurs premiers appartements. Commencer à acheter, à s'engager pour leur crédit. Allez, ça part pour 20 ans, même si ils commencent à monter leur 3e niveau, au niveau de leur travail. T'as 30 ans. Et là, c'était mon tour. Et je me suis dit, ok, alors donc je commençais à trouver des appartes, toujours dans cette notion où je prends un appart neuf que j'aurai dans quelques années. Je voulais toujours, à chaque fois, reporter les échéances, tu vois, repousser les échéances. Ouais. Et il s'avère que ça n'a pas marché, cet achat d'appartement, et que moi, au boulot, je voulais pas monter de grade, être directeur d'agence, même si on me le proposait. Non, et je me suis dit, ok, stop, j'arrête tout, et j'annonce à ma famille que je reviens. Et ça s'est fait comme ça, en fait. Alors, petite question avant de parler de ton aventure à Mada. Tu disais que tu avais donc tu t'es fait des meilleurs amis et tout ça en France. Aujourd'hui, première question, est-ce que tu es toujours en contact avec eux? Et deuxième question, est-ce que une fois arrivé à Mada, tu as réussi à nouer d'aussi fortes amitiés que... Non. Ouais, non. Ok. Pas encore. Pas encore. Non. Ouais. Et tu penses que c'est dû à quoi? C'est dû à la mentalité, c'est dû à l'ouverture d'esprit. Après, peut-être que... alors, encore une fois, on a parlé de ça. Moi, je suis revenu en province. Je pense que si j'étais à Tana, quand je viens à Tana, j'arrive à retrouver ces personnes, mais comme c'est rapide, j'ai pas noué des forts liens.
Mais voilà, en fait, pour l'instant, ça fait 5 ans que je suis là, donc j'ai pas encore noué. À Tana, oui, Oui. mais pas à Tuliar. D'accord. Donc, comme je disais, moi, je t'ai connu, j'ai entendu parler de toi pour la première fois à travers ton entreprise Malakas. D'accord. Peut-être pour ceux qui ne la connaissent pas, est-ce que tu pourrais un peu, tu vas nous faire un genre de petit pitch Oui, alors Malakas, ouais. En fait, je suis revenu au pays, je voulais faire de l'alimentaire. On commençait à m'appeler Monsieur Mango, je sais, dans mon agent chez BNP Paribas, parce que je voulais faire de la mangue. Un an avant mon retour, je faisais la RN7 avec mon père et un caramène, je sais pas si tu connais, et là je vois des mangues partout. En fait, tu roules pendant des kilomètres et tu vois des mangues. Je dis à mon père, je dis mais c'est quoi tout ça? Il me dit oui, c'est des mangues inexploitées, mon fils, c'est la région de Ankaramen. Ah, j'ai dit mais écoute, ça y est, j'ai trouvé ce que je veux faire. On installe une usine de jus de fruits ici et c'est bon. Et il me dit bah écoute, go, mon père, c'est ça. Tu lui dis écoute, je veux faire ça. Il va te donner toutes les astuces, il va te dire ok, ben je vais t'accompagner à faire ça. Comment tu veux? Quand est-ce qu'on commence? Okay. C'est incroyable. Ouf, ouais. Ouais. Et là, il m'a accompagné dans ce rêve en fait, mentalement. Et voilà, je voulais faire de l'alimentaire parce que dans ce pays, quand même, il faut pas se leurrer, on mange 80% de nos produits, c'est des produits qui sont importés. Et donc de l'alimentaire, je reviens à Tuliar. Et en fait, la mangue, c'est quand même beaucoup d'investissement. C'est une chaîne de froid à respecter. C'est de la logistique. On était dans une région où il n'y a pas d'électricité, assez sauvage entre guillemets. Donc je me suis dit mince, c'est pas pour maintenant la mangue. Et un jour à table, on en discute en famille et j'ai mon petit frère, il me fait mais pourquoi tu veux pas du manioc? En fait, au départ, je le regarde méchamment. Je pensais qu'il m'insultait quoi. Je me suis dit ok, bon arrête s'il te plaît parce que j'étais tellement parti avec ma mangue et il me dit mais fais du manioc. Et là je rentre dans ma chambre, je fais des recherches et là je me suis dit waouh, en fait le manioc c'est un produit, c'est l'or blanc en Afrique. C'est un produit qui se transforme en une centaine de dérivés. Dans la farine par exemple, c'est une substitution du blé. Je me suis dit mais c'est bingo en fait. Et Malakas est né de ça avec une vision très forte, c'est-à-dire que je voulais développer la région dans laquelle j'ai grandi, ma région natale, ma ville natale. Alors tous les gens qui me connaissaient ici à Madagascar, ils me disaient bah écoute, toi tu seras à Tana, tu vas faire ton Mais non, en fait, je voulais vraiment rester à Tuliar, c'est un choix personnel de rester à Tuliar, je voulais vraiment commencer à pas à zéro on va dire parce que j'ai ma famille qui m'a beaucoup aidé, mon frère, mon père et ma mère, ma petite sœur dans la réflexion, etc. Mais voilà, je voulais vraiment Malakas, c'est la vision de développer toute une chaîne de valeur dans l'alimentaire, c'est-à-dire aider le système paysanat, c'est-à-dire accompagner le système paysanat qui n'arrive pas aujourd'hui écouler leurs produits jusqu'à transformer leurs produits, créer de la valeur ajoutée et ensuite consommer et être fier de consommer les produits de notre terroir. C'était ça un peu la vision que j'ai aujourd'hui aussi. Et Malakas est né comme ça, avec Malagas de Mala et Kas cassava. Ok, d'accord. Et donc aujourd'hui, c'est principalement de la farine à base de manioc. Voilà, aujourd'hui, la première transformation. On est encore la première transformation. Sachant qu'il y en a des centaines, il y a de quoi faire. C'est ça. La première transformation, je me suis dit, tiens, je vais faire de la farine. Parce que Madagascar importe, on va dire, 80% de son blé. 80% de son blé. Je me suis dit, bah tiens, on va faire une substitution à ça. On va faire de la farine de manioc. Donc j'ai fait on transforme le manioc en farine qui est. Ok. Alors c'est vrai que j'ai beaucoup de questions par rapport à ça, mais je pense une question que toute personne qui souhaite un jour entreprendre se pose, c'est en fait comment je commence. Et toi, est-ce que tu peux nous raconter justement comment tu as commencé? Alors comment je commence, il faut vraiment au départ tout se passe dans la tête en fait. Je sais qu'à Madagascar et moi je suis le premier à motiver les jeunes pour foncer, pour y aller, pour faire le pas.
Tout est dans la tête, tout est dans le courage, dans comment tu sens ton projet en fait, dans tes tripes, dans ta tête. Et si t'es on va dire en osmose avec tout ça, avec cette pensée, les portes s'ouvrent automatiquement, les étoiles s'alignent automatiquement. Ça, je l'ai vraiment, je l'ai vécu, hein, c'était incroyable. Au moment où je me suis dit, ok, manioc, tout le monde autour de moi sent ok, et bim, t'as des portes qui s'ouvrent automatiquement parce que t'as la volonté de tout défoncer entre guillemets, et ça s'ouvre. Parce que des fois, t'as des jeunes à Madagascar qui se disent, ok, mais j'ai la meilleure idée du monde, mais j'ai pas les moyens, j'ai pas le financement. Je dis, mais t'as rien compris en fait. Et je dis ça tous les jours aux jeunes quand on sort à Tuléar. Ah oui, mais toi, Houssen, t'as de la chance, t'as beaucoup de financement avec l'USAID, t'as beaucoup de financement. T'as de la chance d'avoir Miaracap avec toi. Oui, j'ai de la chance, mais qui c'est qui est allé les chercher? Qui c'est qui est allé leur parler en fait? Donc tu vois. Donc c'est ça. Une fois que tu le penses, une fois que tu y crois, on va dire, tout s'ouvre automatiquement. Ok. Donc en fait, si jamais je te repose la question, du coup, comment tu as financé ton activité, c'est principalement du coup au travers. C'était d'abord de l'USAID. Alors, c'est quoi en fait, l'historique? oui. Alors, il y a un conseil aussi que je peux donner dans le contexte à Madagascar, et moi je le conseille tout le temps aux jeunes. Si je voulais faire comme mes parents, comme un grand nombre de personnes que moi je connais dans mon entourage, c'est-à-dire ok, j'ai les moyens, je crée mon entreprise et j'avance. Moi, c'était pas du tout ça. J'avais une vision, c'est d'aller loin, d'aller très loin dans l'alimentaire, dans l'agroalimentaire, et je voulais aller très vite. Et en fait, je me suis dit, seul, je pourrais pas. Avec les financements de mes parents, je pourrais pas. Je suis prêt à prendre le risque de on va dire, partager mon projet avec quelqu'un. C'est pour ça que je suis allé voir, on va dire, les fonds d'investissement. Je suis allé voir Miaracap, et Miaracap m'a rapidement fait confiance. Même au départ, c'était pas du tout. Aujourd'hui, Miaracap n'accompagnait pas d'entreprises qui sont, on va dire, early stage, dans un démarrage. Et en fait, le projet les a convaincus, ma motivation les a convaincus, et ils m'ont fait rapidement confiance en fait. Dans la vision, dans où est-ce que je voulais aller, dans la détermination que j'avais. Tu vois, même un fonds qui n'a pas ça dans la ligne de mire. Voilà. Donc c'est avec Miaracap que j'ai réussi à lever les fonds qu'il fallait pour monter ma première usine. Ok, truc de ouf. J'avoue, effectivement, je savais pas que Miaracap, à l'époque et aujourd'hui même, accompagner, financer des entreprises, comme tu dis, early stage, où bon, là, limite, en fait, c'était l'idée, quoi. Il y avait l'idée, et voilà. Ok. Et est-ce que tu peux me dire comment ça se passe, comment tu négocies justement cet appui, notamment financier avec Miaracap? Bon, alors toi, c'est vrai que t'as été dans le retail, ou bon, t'as quand même déjà un peu de l'expérience, je pense. Alors oui, bon, l'expérience c'est pas du tout pareil après quand tu reviens au pays, mais c'est le mindset en fait. Quand je t'ai dit en fait là, c'est de partager son entreprise, c'est de partager ton idée en fait. Allez, c'est même si les fonds d'investissement te disent ok, on te laisse la plus grosse partie du capital, etc. Mais c'est quand même un partage. Moi, dans la famille, au départ, c'était dur. Et on me disait, mais Houssen, ça va pas. Comment tu peux partager ton idée, ton business avec quelqu'un? C'est pas concevable, quoi. Et en fait, j'avais ce mindset quand j'étais en France, où voilà, dans la banque, t'es prêt à faire ça. Et ça s'est passé comme ça, où je suis allé voir la première fois Miaracap avec cette idée, ce projet. Et Miaracap m'a rapidement aidé à monter le business plan, à monter le projet, à monter la vision que j'avais. Et donc ça a duré quand même 8 mois, 1 an, où on a décortiqué ce que j'avais dans la tête, on a décortiqué les chiffres, on a décortiqué le projet. Ça a duré 8 mois. Et entre-temps, j'avais une chance énorme, c'est que j'avais un apport que j'ai ramené quand j'étais en France. Et j'avais mes parents, mon père qui m'a aidé.
Il m'a avancé donc du coup la construction de l'usine. Okay. Mon frère étant ingénieur en bâtiment, il m'a accompagné dans la réalisation des plans, etc. Le bureau d'études, etc. Donc tout ça, en même temps que la due diligence avec Miracap était en train de se faire. 8 mois après, j'ai dit à Miracap, regardez, il s'est passé quelque chose. Et c'est ça qu'ils ont adoré aussi, en mode ah oui, mais en fait. Lui, il avance entre-temps. C'est-à-dire que c'est un risqueur avec sa famille. Même sa famille y croit. Donc, en fait, c'est pour ça que ça a avancé ensemble. Tu vois ce que je veux dire? Oh, okay. Donc, c'était pas genre, OK, j'attends les 8 mois, je réponds à leurs questions, même si j'étais déterminé, mais j'attends qu'ils m'apportent de l'argent. En fait, j'avançais aussi à mon niveau et c'est comme ça que ça s'est passé. Et étant donné que tu t'étais pas encore confronté au marché, comment est-ce que tu as fait pour évaluer la valorisation de ta boîte et du coup te mettre d'accord avec Miracap? Ok, vous prenez tel pourcentage, moi je prends tel pourcentage et en contrepartie, voilà, on va apporter tel fonds. C'est vrai que c'est compliqué ça, et quand t'as toi l'idée et que t'as un investisseur en face, tu sais pas mais comment faire pour discuter de cette partie. Très bonne question. J'ai fait appel à un troisième investisseur qui est privé aujourd'hui, qui est à Paris, qui a un malgache, qui lui est vraiment spécialisé dans la finance. Lui m'a aidé à accompagner dans cette négo où Emmanuel de Miracap le connaissait aussi. Et donc en fait ils ont parlé de ça et moi j'ai fait rapidement confiance à ces deux personnes. Ok, ouais. D'accord. Est-ce que aujourd'hui, à défaut de donner un chiffre exact, t'es en mesure, que ce soit par rapport aux accords, je sais pas, est-ce que vous avez un non-disclosure agreement ou pas, sur une fourchette de quel type d'investissement en fait tu as eu besoin du coup pour lancer ta boîte? Là, je parle vraiment du coup de chiffres pour lancer Malakas, le mettre sur les rails. On va dire avec le besoin en fond de roulement, je vais pas donner des chiffres exacts, mais on était à quand même à moins de 1 milliard derrière. Ok, d'accord. Voilà. Okay. Un peu moins de 1 milliard derrière, on va dire. Et est-ce que ça te faisait quand même peur malgré tout? Ou est-ce que je veux dire, t'étais tellement sûr et persuadé de ce que tu faisais, tu vois, que tu te dis oui, moins d'1 milliard derrière, vas-y, c'est rien. Je veux dire, c'était pas un éventuel frein dans ta tête, parce que tu vois, pour beaucoup de gens, où tu connais le contexte à Madagascar, même si tu me dis par exemple 500 millions derrière, par exemple, pour énormément de gens, c'est énorme. Jamais ils pourront être en mesure de pouvoir, si jamais c'est quelque chose qu'il faut rembourser, imagine que c'est un prêt, il y a beaucoup de gens qui ont pas les moyens, tu vois, ils peuvent même pas imaginer, tu vois. C'est une très très bonne remarque. Ouais, c'est vrai que c'était pour beaucoup de gens, c'est même pour tout le monde, même pour nous, hein, ça fait peur. Mais en fait, t'es tellement déterminé et tu y crois tellement que cet aspect-là, moi, je l'ai mis de côté. Je sais pas si c'est négatif ou positif. Par exemple, voilà, même à mon frère et mon père, j'ai réussi à les faire comprendre que j'y crois tellement que vous verrez le verre un jour et qu'un jour je vous rembourserai. Et pareil à Miracap, je pense qu'ils me font confiance aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'ai même mes investisseurs qui sont Miracap, qui sont j'ai un autre fonds d'investissement aussi, hein, qui s'appelle Insan Group, qui est basé à Londres, qui est en co-actionnaire avec Miracap, on va dire. Ils sont à 50-50 tous les deux sur la partie sur le capital. Et en fait, ils m'ont très vite inculpé ce mindset aussi. Emmanuel et Farah, le deuxième investisseur, c'est Houssen ne soit pas. Alors moi, au départ, j'avais cette culture quand même familiale où on était très chiffres, on avait peur d'investir, etc. Et Emmanuel m'a dit, Houssen, non, allez, on y va, vois loin. Par contre, effectivement,
il faut donner des indications marché, quoi. Si le marché ne suit pas jusque quelques temps après que tu as commencé, là, les investisseurs, ils se posent des questions. Mince, on n'est pas bon là. Pour le coup, même si tu y crois, on n'est pas bon. C'est comment les secondes il y a des soucis. Donc nous, on avait quand même des signaux verts qui ont permis de dire, qui ont permis de dire, ok, on oublie cette partie où on investit, même s'il y a besoin de plus, on y va. Donc c'est ça qui m'a permis de prendre des idées. Aujourd'hui, par exemple, on est à des situations où il faut vraiment monter la deuxième marche. Et là, je viens d'avoir ce courage de dire, ok, on la monte cette deuxième marche, parce qu'il faut la monter tout de suite. Sinon, on va régresser. Wow, ok. Donc voilà. Donc t'es en train de lever un troisième tour de table là Non, c'est même pas ça. C'est pas encore ça. C'est bientôt ça, on va dire. Mais non, c'est pas encore ça. C'est de se dire, ok, j'investis. Et je mets en place des décisions, je prends des décisions qui vont permettre d'autres tours de table, tu vois. Donc par exemple, c'est de recruter, de monter une équipe, hein, parce que ça c'est très 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 important. Hein. Et là tu te dis, ok, maintenant c'est l'équipe, c'est pas toi tout seul qui fera tout. Au départ, tu sais, quand tu es chef d'entreprise, tu prends tout jusqu'à ce que jusqu'à ce que tu pètes un câble. Et heureusement que moi, j'avais mes associés qui me disaient, Houssen, allez, stop maintenant, il faut monter la marche. Allez, équipe. Et là, je suis en train de me dire, ok, il me faut cette personne pour aller plus loin et pour aller plus vite. Ok. Par curiosité, juste par exemple, quand c'est OK avec Miracap, avec le deuxième investisseur, c'est quoi? C'est du jour au lendemain, ta notification de ton application sur ton téléphone, il y a écrit plus. Genre je veux dire, ça se fait d'un coup. Est-ce que c'est des décaissements qui sont conditionnés par certains facteurs? Après, ça dépend vraiment du deal que tu fais avec ton investisseur. Mais bien sûr, c'est pas d'un coup que l'argent arrive et ok, Houssen, vas-y, bingo. Mais c'est vraiment structuré, on va dire. C'est structuré dans le temps. Nous, par exemple, il y a eu beaucoup de décaissements avant d'avoir tout le décaissement. Et il nous en reste encore du premier décaissement. Voilà. Donc c'est vraiment par et même moi en fait, je me sentais pas demander tout d'un coup. Et encore une fois, même là, c'est Miracap qui me disait, ok, il t'en reste. Houssen, il t'en reste. Tu sais, t'es toujours dans cet esprit où, ok, non, j'ai pas envie de prendre parce que j'ai pas fini, j'ai pas encore de signaux, mais tu sais pas quand est-ce que les signaux, en fait, tu vois. Donc c'est comme ça que ça se passe. Et aujourd'hui, bon, attends, avant même que je pose cette question, quand tu penses à lancer le business, est-ce que à un moment donné, tu te dis pas, bon, ok, mais les gars là qui font, qui importent en très grande quantité de la farine et qui inondent le marché avec, bon, ok, peut-être au début ils vont peut-être éventuellement pas trop faire attention à moi, mais à partir du moment où je vais commencer à prendre un peu de la place et tout ça, bon, voilà, est-ce que c'est pas un petit peu, on va dire délicat comme situation? Alors, c'est très très délicat, surtout à Madagascar. Bon, après, en fait, c'était pas du tout dans le but d'être dans la cour des très très grands comme ça. Et c'est vraiment pas le but aujourd'hui. Moi aujourd'hui, si je suis revenu ici et Malakas aujourd'hui, c'est une vision, c'est une histoire. C'est de l'impact que je veux créer. Même si je veux réussir ma vie, je veux réussir à ce que Malakas soit catégorisé dans des fiertés de notre pays en fait. Mais à aucun moment j'ai envie de prendre tout le marché de la farine du pays parce que je sais que ça se passe pas comme ça. Mais si je contribue à quelque chose, oui, totalement. Aujourd'hui, la farine de manioc, par exemple, elle est substituable. Ok, dans tout ce qui est pâtisserie, dans tout ce qui est biscuits, etc., elle est substituable à la farine de blé. Mais par exemple, dans la boulangerie, qui est vraiment la consommation de la farine de manioc, c'est 30%.
C'est Ok. vraiment. Et aujourd'hui, même ce 30%, il est énorme. Donc aujourd'hui, il y a même de la place encore dans la farine de manioc et Malakas veut vraiment prendre cette place. Mais pas que dans la transformation de manioc en farine. Comme je t'ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs dérivés de transformation. Ma vision, c'est qu'on soit fier, que tout malgache, en fait, soit fier de consommer ce que le terroir nous apporte. Donc le manioc, c'est pas que de la farine en fait. Le manioc, c'est des chips en Afrique, c'est du gari, c'est de la semoule, c'est plein de choses en fait. Et moi, j'ai pas envie de prendre une place, la place dans la farine en fait. Ok. J'aimerais vraiment explorer cette matière, explorer plusieurs d'autres matières. Comment aujourd'hui ça fonctionne? Est-ce que tu dois acheter les terres et mettre des personnes dessus, ou est-ce que tu travailles avec des personnes qui possèdent déjà des terres, ou c'est comment le fonctionnement un petit peu? Alors en fait, non, c'était pas du tout ma vision, et aujourd'hui, ça sera pas du tout ma vision. C'est-à-dire que je ne veux pas acheter des terres et je ne veux pas être propriétaire de terres parce qu'il y a un nombre d'agriculteurs qui ont déjà des terres et qui n'arrivent pas à nourrir avec leurs terres et à écouler leurs produits. Donc mon but, c'est vraiment d'aller voir ces agriculteurs et de les accompagner. Aujourd'hui, à Madagascar, il y a beaucoup de fonds, il y a beaucoup d'organismes, heureusement pour nous, qui sont là et qui cherchent des projets, par exemple, de transformation, et ils veulent créer toute la chaîne de valeur, en fait. Donc moi, je veux travailler avec des paysans, je veux accompagner des paysans. Madagascar n'est pas habitué, surtout le sud, on n'est pas du tout habitué dans le système de paysanat, mais j'apporte quelque chose aujourd'hui. On a commencé quelque chose il y a 3 ans. Et ce que je te disais tout à l'heure, en revenant à mon grand-père, c'est que quand il me voit arriver, ces paysans, tu sais, à Madagascar, couleur blanc, quand tu arrives dans un endroit reculé, t'es souvent pas le bienvenu. Mais en fait, moi, ça s'est passé autrement parce que tous ces paysans, ils connaissaient le grand-père Okay. qui était transporteur. Et en fait, quand on m'a présenté, mais en fait, c'est juste le petit-fils d'un tel qui revient dans les terres. Et en fait, il y a eu cet engouement de, ok, en fait, tu es des nôtres. C'est très compliqué ça, dans le milieu du paysanat. En fait, ils se disent, mais c'est qui ce mec qui va nous apprendre, qui va nous apprendre à nous, on fait ça depuis des années, depuis générations. Toi, tu vas nous dire comment planter, mais ça va pas dans ta tête ou quoi? C'est comme ça que ça se passe, en fait, dans ce système. Et aujourd'hui, je n'ai pas ce genre d'attaque, on va dire. Wow. Je suis super content. Et aujourd'hui même, il y a l'ITA, un organisme de recherche agronome, qui m'a posé la question, comment sont tes paysans? Quelle mentalité sont tes paysans? Et là, dans ma tête, je disais, je touche du bois, non, j'ai pas de problème avec mes paysans, j'ai une confiance entière avec mes paysans. Et même lui, il s'est dit, ok, bon. C'était voilà. Okay. Et moi, j'ai envie de continuer là-dessus et j'ai envie d'accompagner ces paysans. Et quand tu dis accompagner, donc concrètement, c'est quoi? C'est par exemple, tu leur partages des nouvelles techniques pour cultiver le manioc, tu leur fournis des outils, etc. Tout ça. C'est ça. C'est complètement ça. Aujourd'hui, on a des rendements. En fait, on a une culture qui est complètement moyenâgeuse. On a des rendements qui sont très, 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 très faibles. Et aujourd'hui, mon but, c'est de les accompagner dans l'amélioration de leur rendement, apporter de nouvelles techniques pour augmenter leur rendement, etc. Donc aujourd'hui, ils n'avaient pas les moyens pour faire ça parce qu'ils n'arrivaient pas à écouler leurs produits. Et donc moi, je les accompagne dans tout ça. Donc tu les accompagnes et en contrepartie, donc par exemple, si le rendement fait x3, toi tu prendrais une partie en fait de cette production-là pour l'entreprise, c'est ça? Et alors oui, moi j'espère, aujourd'hui c'est pas encore le cas, j'espère que ça réduira le coût de ma matière première, qui va faire que je serai compétitif et que demain on sera fier de consommer notre produit, parce qu'aujourd'hui c'est ça le problème. Nos rendements agricoles sont tellement importants que les pays importés, que les produits importés sont moins chers. Du coup, c'est pour ça que c'est très difficile de consommer. C'est pour ça que direct les produits malgaches, dans la tête, c'est du luxe. Parce que en fait, c'est le rendement qui est... Des fois, on me pose la question, mais le manioc, c'est un produit machin, donc ça doit pas être cher ta farine. Dans ma tête, je dis, mais écoute, si je t'explique, on prend 1 heure, mais c'est pas ça. Tu vois, c'est vraiment un problème de rendement. Et voilà. Alors j'ai vu tes présents dans les grandes surfaces, notamment sur Tana, mais est-ce que tu as
pour vocation de t'exporter aussi, ou est-ce que tu veux d'abord te focus juste sur le marché local? Alors la vision, c'est vraiment, encore une fois, je te dis, c'est qu'on soit fier, que ça soit vraiment Madagascar, qui soit fier de consommer, que la chaîne de valeur elle soit jusqu'à la fin, et que moi je puisse me développer là-dessus. Mais il y a le contexte business qui fait que tu dois aussi faire vivre et faire fructifier ton entreprise. Et on s'est déjà tourné à l'export. On exporte déjà vers l'île Maurice, où ça marche très bien parce que la farine de manioc est une farine qui est sans gluten et qui est, on va dire, une des meilleures farines sans gluten qui existent dans la famille du sans gluten. Et voilà, aujourd'hui, l'île Maurice est un pays où il y a beaucoup plus de pouvoir d'achat que chez nous. Donc ça a très bien marché. Donc, si tu peux te donner par exemple une fourchette après, est-ce que c'est plus du 50-50 ou c'est même plus 60-40 par exemple pour Maurice par en 2023, ça a été du 50-50, on va dire. Ok, ah oui, il y a un vrai marché. Ouais. Après, on est encore une petite production. Mais, oui, comment dire, faut bien commencer quelque part. T'as quand même déjà, je pense, une équipe, t'as une infrastructure quand même qui est déjà en place. Est-ce que tu considères aujourd'hui que t'es à un niveau, tu sais quoi, parce que bon, t'es pas à un niveau artisanal non plus, je pense quand même. Non, on n'est pas artisanal. On est, on va dire, on est une petite entreprise. Une belle petite entreprise qui a commencé à raconter une très belle histoire et dont elle commence à avoir de beaux projets avec des beaux bailleurs, voilà, c'est ça. Tu as utilisé le mot histoire, je trouve que c'est intéressant. Bon, tu as étudié le marketing aussi, c'est quelque chose que tu as beaucoup aimé. Ce qu'on appelle le branding derrière une marque. Est-ce que toi, tu penses que ça a été, bon, à défaut d'être game changer, est-ce que ça a été quand même un élément important dans la croissance de la boîte? Je pense. Alors de mes investisseurs, ils regardent que ça. Aujourd'hui, des entreprises à impact social, à impact dans la biodiversité, etc. Je ne pense pas sur le local en parlant du produit, qu'aujourd'hui le consommateur, quand il regarde la farine, il fait attention à l'histoire. En revanche, j'ai aujourd'hui l'histoire Malakas que j'ai commencé à créer m'a fait me fait attirer on va dire des bailleurs. Aujourd'hui, l'USAID s'intéresse à moi parce que je raconte une belle histoire, j'ai une belle vision, c'est pas que de l'histoire que je raconte et c'est que du market. Je suis vraiment dedans, si tu veux. J'ai envie vraiment de faire ça. Et voilà, ça m'attire des partenaires, on va dire. L'impact que je suis en train de créer m'attire des partenaires pour aller beaucoup plus vite, pour produire plus. Et mais au niveau produit, j'ai pas encore de retour pour me dire qu'ok, le consommateur, c'est parce que j'ai une belle histoire qui prend mon produit. Je pense qu'à Madagascar, on regarde beaucoup encore le tarif. Ok. Est-ce que toi, tu penses dans ton aventure entrepreneuriale, imagine tu seras arrivé à Mada et qu'on t'aurait dit, écoute, tiens, là il y a $1 million. Est-ce que tu penses que tu dois utiliser du coup bien sûr pour ton business? Est-ce que ça, tu penses, ça aurait changé beaucoup de choses dans ta manière de faire les choses? Est-ce qu'il y a quand tu lances un business, bon, il y a ceux qui donc n'arrivent pas à trouver de fonds, t'as ceux qui arrivent à en trouver. Toi, tu fais partie de ceux qui ont réussi à en trouver. Mais imagine t'aurais trouvé encore plus de fonds, tu vois. Est-ce que ça aurait changé quelque chose dans ta manière en fait de faire les choses? Avec l'expérience que j'ai eue? Ouais. Ah oui, beaucoup. Oui. Ah oui, okay. Beaucoup. Okay. Beaucoup parce que au départ, je te dis, quand on est chef d'entreprise, on veut vouloir tout faire. On veut vouloir tout faire parce qu'on se croit vraiment qu'on est capable de tout, etc. Et moi, j'ai fait la grosse erreur, même dans le choix de mes machines. Mon père, qui était là-dedans, qui s'y connaissait, etc. Je l'ai même pas écouté. J'étais tellement pressé, j'étais tellement motivé que j'ai acheté mes machines moi-même. J'ai acheté mes machines moi-même, j'ai tout fait moi-même. Et aujourd'hui, si j'avais des fonds, je pense que je m'entourerais, même si je t'ai dit tout à l'heure que les étoiles s'alignent, les portes s'ouvrent,
mais il faut vraiment avoir une équipe solide, avoir un entourage solide et écouter leurs conseils et avancer en fait. C'est pas ok, je prends les 1 million, j'avance comme je peux, je suis têtu, tu vois, voilà. Et c'est quel genre de ressources humaines aujourd'hui tu penses dont tu as le plus besoin? Aujourd'hui, aujourd'hui dans la technique, beaucoup dans la technique, dans la transformation. Encore une fois, ce matin, j'étais avec un ami. Heureusement que je me suis fait beaucoup d'amis en Afrique aussi, dans le manioc. Je me suis créé un beau réseau dans le manioc en Afrique. Je suis un peu le monsieur manioc malgache. Ça me fait super plaisir. Et oui, waouh, on ne maîtrise pas du tout la transformation de manioc dans notre pays. Ah ouais? Je suis Malakas est aujourd'hui, je pense, le pionnier dans ce domaine, même si avant, il y a déjà eu beaucoup de boîtes qui ont transformé le manioc, mais c'était vraiment de façon artisanale. Aujourd'hui, nous, on a fait le pas, on s'est dit, OK, on va semi-industrialiser. Et on le fait déjà en mode semi-industriel. Mais quand j'ai eu ce call ce matin avec cet ami africain, je me suis dit, mais mince, mais en fait, je dois recruter quelqu'un d'un pays africain qui maîtrise déjà la transformation de manioc. Donc, il faut vraiment des connaisseurs, en fait. Ouais. Tu le disais, hein, c'est un trait de caractère que tu définis comme faisant partie de qui tu es. Tu te lasses très vite. Est-ce que, bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, peut-être la différence par rapport à quand tu étais, je pense, en France, c'est que t'es engagé vis-à-vis de tierces personnes. Je dis pas que t'es prisonnier, bien sûr, mais il y a quand même cet engagement, cette relation de confiance qui est là. Du jour au lendemain, c'est peut-être difficile de leur annoncer, bon, écoutez, mesdames, messieurs, merci beaucoup, mais en fait, maintenant, en fait, j'en ai ma claque et je vais me casser, je vais faire un tour au Vietnam et je vais faire quelques années là-bas. Mais malgré ça, au-delà de cet aspect où justement tu es engagé, on va dire, qu'est-ce qui, selon toi, tu penses, fait que jusqu'à présent, malgré les difficultés, j'imagine que tout entrepreneur doit connaître, hein, on parlait, les étoiles sont alignées, mais c'est sûr que tu as aussi eu ton lot de galères, je pense. On va revenir là-dessus. Comment tu fais pour rester focus sur ton business? Toujours avec cette idée de te dire, je vais aller plus loin. Parce que tu vois, je pense, un être humain, bon, il a... chacun a ses propres motivations. Certains, c'est pour se prouver à soi-même qu'on est capable de le faire. Pour d'autres, c'est peut-être pour prouver à d'autres personnes qui par le passé avaient douté, tu vois, qu'en fait, ouais, moi, aujourd'hui, je vais te montrer que je peux le faire et tu vas voir, dans les dents, tu vas voir quand je serai connu et reconnu dans mon domaine comme étant le meilleur. Toi, c'est quoi le truc vraiment qui te drive, tu vois, ouais. Je pense que c'est ça, le leitmotiv, c'est un peu le retour de Houssen au pays et qui veut créer une image en fait au pays, hein. C'est pas une image. Aujourd'hui, je fais partie aussi d'associations dans l'humanitaire parce qu'on veut vraiment faire pas que du social en termes ok, je veux aider et faire du social, mais c'est vraiment de créer de l'impact, de donner un sens à sa vie. C'est pas genre ok, quand tu as posé la question tout à l'heure, réussir financièrement. Ok, aujourd'hui, je pense que j'aurais réussi financièrement, parce que là, ça fait 5 ans. Je me considère pas réussir financièrement, loin de là. Mais par contre, j'ai réussi à construire une image, à donner un sens à ce que je fais, à créer de l'impact. Aujourd'hui, tu vois, tu m'as connu dans les réseaux. Si j'avais importé ou créé quelque chose sans valeur, sans impact, bon, tu m'aurais jamais connu, tu m'aurais jamais appelé. Donc c'est ça qui me plaît en fait dans ce que je fais, et c'est mon leitmotiv. C'est j'ai pas envie de détruire cette image que j'ai commencé à construire. Et c'est ça qui me drive et me pousse à aller plus loin en fait. Et est-ce que c'est également aussi, on va dire, ton plus grand but dans la vie ou pas? Parce que là, on parle business. Après, effectivement, il y a dans la vie d'un être humain, il y a énormément de composantes, énormément de facettes qui font une vie. Dans le plus grand but dans la vie, ouais, c'est de réussir à gérer, on va dire, une entreprise dans ce que dans le domaine que tu as aimé dès le départ. C'est l'alimentaire que je voulais faire. C'est de l'impact, c'est de l'humain avec le paysanat.
ton équipe, tu crées une équipe, donc ton équipe c'est l'humain, c'est la gestion de l'humain, c'est de la transformation alimentaire, c'est la valorisation de ton terroir. C'est tout ça en fait aujourd'hui qui fait que j'aime mon travail. Et tu vois, genre, je vois qu'on discute, je sens vraiment ta passion pour ton entreprise, pour ton projet, pour la vision qui bien sûr se trouve derrière ce projet. Mais est-ce que aujourd'hui, avec tout ça, t'as le temps pour toi, tu vois, je veux dire, t'as le temps pour toi, tu prends du temps pour ton corps, ton esprit, pour peut-être comme quand t'étais en France, peut-être voilà, sortir un petit peu, je sais pas. Est-ce que ta vie aujourd'hui est un peu en parenthèse, ta vie personnelle est un peu en parenthèse parce que justement aujourd'hui, ben t'as Malakas et que t'as envie de l'emmener le plus loin possible. Oui, alors oui, c'est une question assez personnelle, mais je suis prêt à répondre à ça. Certes, en étant à Tuliar, je me dis j'ai que Malakas dans ma vie, et j'ai que Malakas dans ma vie. J'essaie de m'aérer l'esprit. Je fais du sport. On est à Tuliar, on vit à Tuliar, donc on a la mer. J'ai de la chance d'avoir mes amis qui viennent me voir. Et j'ai de la chance aussi de monter souvent à Tana. Okay. Tana, c'est quand même une ville très ouverte. C'est la capitale où tu rencontres beaucoup de monde. Et une fois par mois, j'essaie de venir à Tana. Je m'oblige à venir à Tana une fois par mois pour m'aérer l'esprit. Et après, je fais beaucoup de voyages. Je voyage beaucoup aussi énormément en étant à Madagascar. Et comment je m'aère l'esprit, encore une fois, c'est en faisant partie de l'association, on va dire, humanitaire, où j'essaie de faire autre chose que de faire du business. Et c'est comme ça que j'arrive à m'aérer. Et d'ailleurs, finalement, tes amis, ils sont venus, tes amis de France, ils sont venus à Madame ou pas encore? Oui, ils sont déjà venus. Ah, ok. Ça devait être pas mal quand même. Hein, ouais, c'était de passage. De montrer l'aspect pas parisien, on va dire. Mais, parce qu'à ce moment-là, t'avais déjà la boîte qui tournait un peu, tu pouvais leur montrer. J'étais vraiment à mon démarrage. Ah, au démarrage. Ok, d'accord. Ok. C'était en construction même, je pense. Ouais. Ok. Wow. Peut-être. Mais c'était revenir. ouais, c'était. Non, mais c'était une fierté pour moi aussi de les recevoir. Je me suis dit, tiens, regarde, j'ai fait un petit chemin quand même. Ils sont venus très rapidement, 2 ans après. Mais c'était une fierté de les recevoir pour moi. Ouais. On est plus ou moins sur la fin de nos discussions, mais j'aurais encore une ou deux questions pour toi. La première, ce serait avec tout ce que tu as vécu aujourd'hui, avec le recul que tu peux avoir. Selon toi, c'est quoi la leçon la plus importante que tu as apprise aujourd'hui dans le business? La leçon la plus importante dans le business, c'est, on va dire, alors, c'est d'y croire, et en fait, c'est l'humilité. C'est l'humilité, surtout à Madagascar. Surtout quand t'es quelqu'un qui revient après avoir fait tes études, etc. T'es pas rapidement t'es pas rapidement accepté dans ce pays, en fait. C'est surtout quand tu viens faire, en fait, il faut faire très attention. C'est pour ça que je dis l'humilité, c'est très important. Quand tu reviens d'un pays où il faut pas se croire on va dire supérieur à l'autre. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment on va dire appris, mais j'ai pas fait cette erreur quand je suis revenu, c'est-à-dire que je me suis très vite encore une fois, comme je te dis, quand je m'adapte. Je m'adapte là où j'arrive. Et les gens m'ont très rapidement accepté dans le milieu, même à Tana. Aujourd'hui, j'ai la chance de côtoyer des associations on va dire, de patronat, etc., où ces personnes m'ont très rapidement accepté. Et c'est parce que, voilà, je me sentais pas supérieur à eux. Je me sentais pas, j'ai fait mes études en France, je suis parisien, donc je suis supérieur à vous. Donc voilà. Et dans tous les domaines, même quand tu crées une entreprise, monter ton équipe, c'est très important. Et tu sais, à Madagascar, c'est il y a patron et il y a les petits. Et tu sais que maintenant, c'est plus cette vision qu'il y a ici. On a changé d'époque, même à Madagascar. Donc il faut être humble, il faut avoir cette humilité et accepter. Et surtout faire attention que, voilà, encore une fois, je parle d'équipe. L'équipe, c'est très important ici. Et à Madagascar, on n'a pas
la compétence, surtout à Tuliar par exemple. Donc former son équipe, être leader et accompagner son équipe dans la vision que tu as dans ta tête, c'est très très important en fait. C'est pas aujourd'hui, je sais pas toi comment tu vois les choses, mais moi je pense pas que c'est que les connaissances, le diplôme aujourd'hui qui apporte. C'est vraiment comment tu vois les choses, comment tu accompagnes ton équipe. C'est plutôt ça qui compte. Non, donc l'humilité, on va dire, dans le business. Ma dernière question, en fait, je vais te demander qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir de Malakas. En fait, premièrement, un succès. Ouais, clairement. Et surtout à croire à ce que j'ai envie d'apporter à Madagascar, dans notre pays. Parce que je veux juste qu'on soit fier dans notre pays. Je veux qu'on aime notre pays. Et aujourd'hui, avec l'histoire que j'ai commencé à monter, je vais dans cette voie-là. Et je veux qu'on y aille tous, en fait. Pas qu'on me regarde juste. Je veux qu'on prenne ce chemin, tous ensemble. Je veux pas juste qu'on me regarde et qu'on me dise, OK, mais t'es bien, Malakas, c'est bien. Mais au côté, Malakas, c'est bien, allons-y, fais pareil. Ou bien, consomme mes produits, ou bien, crée autre chose, du terroir ou quelque chose, regarde, comme toi tu as fait. C'est excellent, quoi. Ok. Ah, vraiment, alors c'est pas vraiment une question, mais je voulais vraiment dire en tout cas que à un moment tu parlais du fait que tu avais envie d'aller vite et loin, et c'est vrai que peut-être pas pour tout le monde, mais c'est vrai que il y a encore beaucoup de gens, je pense aujourd'hui, qui quand ils ont un business ont beaucoup de mal à se visualiser, avoir d'autres partenaires qu'on va faire, d'autres actionnaires, parce que je pense que justement il y a ce côté un peu où l'ego joue beaucoup, et peut-être parce que on a envie de pouvoir dire aux autres, ouais, mais t'inquiète, je me suis fait tout seul, j'ai fait tout seul et tout. Mais le problème avec ça, c'est que si jamais, ok, t'as fait le truc seul et vraiment bravo, tu vois, si t'as réussi, mais si jamais t'es solo et que t'as fait 1 kilomètre en 3 ans, alors que si vous étiez à 3 ou à 4, vous en auriez fait 100 pendant la même période de temps. Donc, je sais pas, à voir après, que chacun a sa manière d'évaluer ce qui est bon ou pas. Mais bon, moi, par exemple, personnellement, c'est que je préférais prendre la voie où on a fait 100 km, tu vois. Plus rapide, ouais, bien sûr. Et vraiment, pour de vrai. Dernière question, pour de vrai. Est-ce que tu pourrais envisager un jour de vendre ta boîte ? Alors, non, vendre ma boîte, non. Mais pas vendre ma boîte, me faire une plus-value et me dire ok, ça y est, je fais autre chose. Non, okay. Ça non. Okay. Mais transmettre un jour, oui. Okay. Et transmettre à une personne qui fera la même chose que moi. Ah, voilà. Okay. Mais pas de vendre et faire. Ouais. Pas d'exit. C'est trop mon bébé. Ouais. Et à chaque fois, on se parle même avec mes associés. Mais on sait que c'est ton bébé, mais voilà. C'est vraiment mon bébé. Et, okay. La vendre pour gagner de l'argent, non. Ça n'aurait pas de sens. Ok, bah écoute, Ousseyne, franchement, merci beaucoup. Merci pour ce beau partage. Merci d'avoir, je pense, transmis cette réelle énergie au travers de notre discussion qui montre que tu es pleinement engagé dans ce que tu fais, que tu crois pleinement aussi. Et on te souhaite la réussite, comme on disait tout à l'heure, bien sûr, et que voilà, l'aventure puisse continuer, que tu puisses trouver des collaborateurs qu'il te faut à la place qu'il faut dans les moments où il faudra du coup. Merci beaucoup, merci, c'est vraiment sympa de m'avoir fait confiance aussi et d'avoir fait confiance à quelqu'un du sud de Tuliar, donc c'est top, merci beaucoup en tout cas. On est ouvert à tout le monde, voilà. Peu importe d'où vous venez, vraiment, si vous avez des histoires, vous connaissez des gens qui ont des choses à partager, n'hésitez pas à nous le dire.